Très bien, bienvenue à tous pour la saison 9, épisode 2 de Chacun fait son deuil à sa manière. Je suis votre hôte. C'est ce qu'on nous dit, du moins. Vous savez, avec le recul, on aurait probablement dû voir ça pour ce que c'était, reconnaître cette expression pour ce qu'elle était, encore une campagne de relations publiques bien financée contre les gens qui posent des questions pertinentes, pour culpabiliser les gens. Vous pourriez donc être surpris d'apprendre qui a réellement prononcé cette expression en premier chez Turning Point USA avant la cérémonie en mémoire de Charlie. Lors d'un appel téléphonique à l'échelle de l'entreprise, ou plutôt d'un appel Zoom, qui a eu lieu seulement 5 jours et demi après l'assassinat de Charlie. Et en parlant de différentes façons de faire son deuil, l'ancien PDG de Daily Wire, Jeremy Boring, est de retour, essayant de revenir sur le devant de la scène pour faire parler de lui dans la presse. Après avoir mené l'entreprise à sa perte avec ses petites rancunes et ses projets personnels passionnés, et comme tout le monde dans les médias traditionnels, il semble auditionner pour un poste à la PAC en moi. Dans une manière très classique et éprouvée d'attaquer publiquement Tucker Carlson et moi-même, nous assimilant à des voyous antifa et comparant également cette émission à de la pornographie. Quoi qu'il en soit, bienvenue à nouveau sur Candace. Très bien, tout le monde. Tout d'abord, une correction majeure par rapport à hier. Merci aux personnes de l'Iowa de m'avoir envoyé des messages. Nous avons commis une erreur et vous avons montré la photo d'un homme qui ne s'appelle en réalité pas du tout Bob Flood. Son nom était en fait Bob Ferguson. Il vient de l'Iowa. Il n'a absolument rien à voir avec l'histoire. C'était vraiment une erreur totale. Je l'ai d'ailleurs contacté personnellement et je lui présente mes plus sincères excuses. Nous avons supprimé l'image de l'épisode, mais beaucoup d'entre vous l'ont vu avant que nous ne le fassions. Je voulais donc clarifier que la photo que nous avons montrée hier de Bob Flood de Chicago n'était pas Bob Flood de Chicago. C'était un homme nommé Bob Ferguson de l'Iowa qui n'avait littéralement rien à voir avec tout ça. Donc, toutes mes excuses à Bob Ferguson. J'espère que nous pourrons entrer en contact. J'utilise un peu des voies détournées pour que cela se fasse. Bref, revenons à aujourd'hui. On dit que l'on voit toujours plus clair après coup, n'est-ce pas? C'est l'expression « on voit toujours plus clair après coup ». Et bon sang, si ce n'est pas exactement ce qu'on réalise en ce moment. Je peux dire avec une totale confiance, après avoir combiné ce que nous avons appris au cours de cette enquête et que nous savons être un fait, et après avoir maintenant parlé avec des employés qui ont été licenciés lors de cette récente vague de renvois agressifs, des employés qui n'avaient rien fait ou à qui on n'a pas dit qu'ils avaient fait quoi que ce soit et qui, en tout cas, n'étaient certainement pas ceux qui me faisaient des fuites, que je crois fermement depuis le début, qu'Erika a été intimement impliquée dans la communication et la campagne de relations publiques à différents moments. Contre moi, parfois contre le monde entier, mais surtout contre moi. Pour résumer pourquoi cela devient soudainement important, personne ne s'acharne sur elle. Nous avons confirmé de façon certaine qu'elle a menti. En fait, elle aimait mon visage à propos du coup de Superman. Elle a rejeté la faute sur Andrew Colvett, disant qu'il avait agi de son propre chef, que le docteur Lee Trotter aussi avait agi de son propre chef, violé la loi HIPAA, qu'ils avaient pris le téléphone et fait cela sans elle. Consentement ou connaissance. En plus de cela, Andrew a ensuite publié un tweet. Je vous l'ai dit, il a confirmé qu'elle, la docteure, n'avait pas violé la loi HIPAA. C'était en fait un appel à 3. Et la déclaration concernant le coup de Superman venait d'elle. Andrew Colvett, à cet égard, exécutait les ordres d'Erika. Il prenait une balle au sens figuré pour elle. Elle ne s'est pas trompée à ce sujet. Il n'y a aucun moyen de le voir autrement. Elle a menti. Elle m'a menti en face quand elle a dit cela. Elle savait que HIPAA, il n'avait pas violé HIPAA. Elle a menti en tant que médecin, une chirurgienne, et elle savait qu'elle était sur cet appel. Alors disons-le clairement. Nous avons également maintenant confirmé qu'elle était présente à la retraite des Hamptons, la désormais célèbre retraite des Hamptons. Elle était présente lorsque Bibi Netanyahu a appelé. Et ça me dérange parce que j'ai pris beaucoup de critiques pour avoir dit la vérité. Maintenant, nous avons 2 versions différentes de cette histoire. Andrew Colvett a dit que Bibi avait proposé de financer Turning Point pour passer au niveau supérieur. Depuis, j'ai confirmé ce qu'Andrew Colvett a dit auprès de 2 personnes qui n'ont aucun lien avec Andrew Colvett. Erika, bien qu'elle ait assisté à ce dîner et confirmé sa présence, ne se souvient pas de cette partie.
Elle affirme qu'aucune offre n'a été faite et que bébé appelait au sujet de la lettre que Charlie lui avait écrite en mai. André. Il m'a été confirmé que Charlie avait décrit ce sommet comme une intervention orchestrée au-dessus d'Israël. Je trouve cela intéressant. Encore une fois, compte tenu de tout ce que nous savons maintenant, je supposais qu'elle n'avait pas pris position, qu'elle n'avait pas donné son avis sur les choses et qu'elle n'avait rien dit au sujet du débat en cours. Parce qu'elle était tellement dépassée et qu'elle reprenait un peu son souffle en tant que nouvelle PDG et présidente. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un point de vue différent à ce sujet. Je n'en suis pas sûre. Pourquoi? Elle n'est pas sortie publiquement pour dire si elle était capable de passer des appels et de s'asseoir pour des réunions, pour dire clairement « Oui, ce sommet à Hampton a bien eu lieu. Oui, Bibi a bien appelé et a essayé de comprendre avec Andrew pourquoi ils ont des souvenirs différents concernant le fait qu'il est appelé ou non pour financer les choses à l'étape suivante. » Nous avons également confirmé qu'Erika et Andrew travaillaient ensemble sur cette réponse de relations publiques concernant Fort Huachuca. C'était la situation fiscale la plus folle que j'ai jamais endurée. Alex Jones, de façon assez divertissante, s'en est pris à moi toute ma vie, surtout. Mais il a été confirmé qu'elle faisait partie de cette réponse de relations publiques par l'intermédiaire de ce YouTuber obscur, Paramount Tactical, au lieu de venir directement me voir après que nous nous soyons assis ensemble. Cela me semble être une grave violation d'une conversation bien intentionnée que j'ai eue avec elle pendant 4 heures. Et je devrais aussi mentionner que c'était le même YouTuber, bien qu'il soit également allé fouiller dans tout le passé de Mitch No. Mais après avoir appelé à un cessez-le-feu et dit « Asseyons-nous et discutons », ils ont accueilli Paramount Tactical dans l'émission de podcast de Charlie Kirk pendant que j'étais dans cette chambre d'hôtel pour me discréditer. Je n'avais aucune idée que cela se produisait. Et puis, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris en voyant Andrew Colbert se faire prendre en train d'envoyer un message en direct de la part d'Erika. Après qu'elle m'ait dit qu'ils étaient déçus par Andrew, qu'il ne s'occuperait plus des relations publiques. C'est là que j'ai réalisé qu'on me mentait, qu'elle manigançait des choses en coulisses. Et la réponse que nous n'aurons probablement jamais, pour ajouter un point de plus ici, c'est de savoir si Andrew mentait ou si Erika était confuse. Et j'aimerais dire que je ne crois pas qu'Andrew mentait. Je crois qu'Andrew me disait la vérité quand il a dit cela. Quand il est descendu de l'avion à Provo le 10 septembre, il s'est littéralement effondré dans les bras d'Erika, en pleurant sur le tarmac. Parce qu'il avait toutes ses émotions refoulées, il y avait ce gros avion. Tout le monde lui envoyait des messages au sujet de Charlie, demandant de ses nouvelles. Il ne savait pas ce qui se passait. Et l'impression que j'ai eue, c'est qu'Andrew était seul dans cet avion. Mais on nous a ensuite dit qu'Andrew était accompagné de sa femme. Mais Erika, lors de notre rencontre en face à face, n'avait aucun souvenir que sa femme soit descendue de l'avion. Quand j'ai demandé, j'ai dit « Était-il avec sa femme ?» Elle n'a pas pu répondre à la question de savoir si Andrew était venu à Provo avec sa femme ou non. Comment est-ce possible? Est-ce qu'Andrew ment à ce sujet? Ou bien est-ce qu'Erika se trompe dans ses souvenirs? Ce que nous savons ensuite, c'est qu'à leur arrivée à l'hôpital, après avoir attendu 1 heure, si l'on en croit Andrew, alors elle aurait attendu 1 heure sur le tarmac que le vol d'Andrew atterrisse. Ils sont arrivés à l'hôpital et sont entrés par des entrées séparées. Andrew est passé par l'entrée principale où se trouvaient d'autres membres du personnel de TEPUSA, des personnes présentes ce jour-là, et Erika est entrée par une entrée arrière ou latérale. Ce sont les faits, d'accord? Si cela vous dérange, sachez que vous n'êtes pas seul. Le monde a évidemment explosé hier lorsque nous avons diffusé l'appel d'entreprise animé par Erika à destination des employés de Turning Point suite aux événements commémoratifs. Le consensus général, la réaction humaine à cela, c'est que l'on se sent troublé en l'écoutant, spirituellement perturbé par l'émotion qui s'en dégage, par la joie. En parlant des produits dérivés vendus, des casquettes vendues. Encore une fois, ce n'est pas un appel de vente, c'est toute l'équipe qui est au téléphone. Ce nouvel appel d'entreprise que je vais partager avec vous aujourd'hui a eu lieu encore plus tôt afin que vous puissiez remonter dans vos machines à remonter le temps. Cela a eu lieu seulement 5 jours et demi après que Charlie a été déclaré mort. 5 jours et demi plus tard, la date est le 16 septembre. C'est à ce moment-là que les employés de Turning Point USA apprennent qu'Erika va remplacer Charlie en tant que PDG et présidente.
Le public sera informé un jour plus tard, le 17 septembre, dans une lettre publique signée par Doug de Groot. Il fait partie du conseil d'administration. Et je dois préciser que lorsque Doug de Groot, en revenant sur l'annonce, l'a fait, il lui donne un ton très biblique, ce qui est un thème récurrent ici. Tout tourne autour de « c'est ce que Dieu a ordonné ». Voici la lettre. Je vais juste lire le début ici. Il est écrit dans l'Ecclésiaste, le roi Salomon a écrit que l'humanité doit être mise à l'épreuve par Dieu. Aujourd'hui, nous faisons face à une telle épreuve, mais nous savons aussi que Dieu nous a préparés avec tout ce dont nous avons besoin pour surmonter cette épreuve. Ce fut le plus grand honneur de notre vie de servir en tant que membre du conseil aux côtés de Charlie. Charlie nous a tous préparés à un moment comme celui-ci. Il a bâti Turning Point USA pour durer. Nous sommes fiers d'annoncer Erika Kirk comme nouvelle PDG de Turning Point USA. D'accord. Donc, je veux que vous vous en souveniez. C'est comme si, en y allant, je ne me souvenais même pas du tout de cette lettre. C'est pour ça que je vous la montre. C'est le roi Salomon et c'est, vous savez, ce que Dieu veut. D'accord. Maintenant, cette décision, comme je l'ai dit, publiée le 17, a en réalité été votée plus tôt. Je le sais parce que Andrew Colvett me l'a dit auparavant. Le public savait que le conseil d'administration avait choisi Erika dans les 72 heures suivant la mort de Charlie. Je pleurais au téléphone avec lui, déjà inquiète de la tentative évidente de la part de personnes qui détestaient Charlie auparavant et qui maintenant s'engageaient publiquement à reprendre son héritage, à chausser ses bottes, à reprendre son micro ensanglanté. Et Andrew m'a rassuré en me disant que la décision avait déjà été prise et que c'était Erika qui allait prendre la relève. Et dans mon état de chagrin, j'ai dit « D'accord, super, incroyable. Dieu merci. Je suis tellement heureuse d'entendre ça. » Donc, je suis tellement soulagée qu'aucune de ces personnes qui le détestaient littéralement n'essaiera de s'asseoir à sa place. Maintenant, avec le recul, pratiquement parlant, cela signifie que, en l'espace d'environ 72 heures, quelqu'un a approché Erika et a pensé que la bonne chose à demander ou à dire c'était « Hey, je sais que tu traverses beaucoup de choses en ce moment, mais est-ce que ça irait si on proposait ton nom pour le poste de PDG? Et est-ce qu'on peut soumettre ça au vote du conseil aujourd'hui? Es-tu prête et capable de prendre la relève en tant que présidente et PDG à la place de Charlie? » À cela, Erika a dû répondre oui, elle a dû donner son consentement pour que cela soit soumis au vote du conseil. D'accord, c'est juste un fait qui devait avoir lieu. Comment cela s'est passé exactement quand cela a été dit? Quelqu'un a estimé qu'il était approprié de dire cela. Maintenant, mes premières 72 heures ont été un peu différentes. De mon côté, quand Mitchell, mon agent de relations publiques, m'a envoyé un message très gentil à propos de l'infinité de demandes de la presse que nous recevions, des gens cherchant à obtenir une déclaration de ma part sur ce que je ressentais concernant l'assassinat public de Charlie. J'avais envie de l'agresser physiquement. Il n'a rien fait de mal. Il a en fait son travail avec le plus grand professionnalisme et beaucoup de soin. Et pourtant, j'avais quand même envie de donner un coup de pied à Mitchell. Je suis désolée, Mitchell. C'est ce que je ressentais à ce moment-là, parce que tout me paraissait tellement intrusif. Rien que de penser que le monde continuait de tourner. Ça me semblait injuste. Je ne réfléchissais pas. Je ne pensais rien de sa nomination à ce moment-là ou après, à part ce que j'ai déclaré publiquement, à savoir ce tournant. Les États-Unis auraient dû attendre et nommer plutôt un PDG intérimaire pour permettre à Erika de prendre le temps de faire son deuil au lieu de la forcer à gérer toutes les questions sur ses décisions en tant que PDG. Mais je me suis aussi débattue avec moi-même, je dois le dire. Je me suis aussi dit, eh bien, peut-être qu'ils ont précipité la décision parce que c'était symbolique et qu'ils pensaient que c'était nécessaire, que c'était en quelque sorte honorifique, c'est-à-dire qu'elle n'allait vraiment rien faire à ce moment-là, mais il voulait annoncer que c'était la direction prise, ce qui serait compréhensible, comme vouloir que l'annonce ait du sens. Et de son côté, je me suis dit, peut-être qu'Erika a accepté parce qu'elle voulait garder un certain sentiment de continuité, comme ça va continuer, on va tout remettre en marche. Et cela pourrait toujours être vrai. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui a motivé sa décision. Mais bien sûr, avec le recul, cela me stupéfie. Qu'Erika ait choisi de ne pas emmener un seul membre de sa véritable famille avec elle dans l'Utah, c'était quelque chose qui m'a tout simplement échappé à l'époque. Un vrai tournant, la famille. Réfléchissez à cela. La mère, le père et la sœur de Charlie Kirk, tous se sont précipités dans l'Utah pour être à ses côtés à l'hôpital, ce qui est tout à fait normal. Mais pour Erika, personne de sa famille proche ne l'a rejointe dans son moment le plus sombre. Pas sa mère, d'accord? On nous a dit qu'elle était malade. Son père vit aussi à Scottsdale. Sa sœur, oui, elle en a une. Des cousins, des amis du lycée.
Après tout, elle a grandi en Arizona, non? C'est là qu'elle est allée à l'école. C'est là qu'elle a fait son lycée. À la place, elle a été rejointe par Stacey Sheridan, qui jouait le rôle de sa mère. Stacey, qui est responsable de la collecte de fonds pour Turning Point USA. N'oubliez pas, c'est Stacey Sheridan qui s'occupe de la levée de fonds pour Turning Point, qui a filmé Charlie et le cercueil. C'est Stacey Sheridan qui a voyagé avec Erika. C'est elle qui tenait Erika, qui lui tenait la main alors que le cercueil de Charlie descendait d'Air Force 2. C'était Stacey Sheridan debout à côté d'elle en train de filmer. Ce n'était pas sa mère, ni son père, ni la sœur d'Erika. On pourrait penser que vous appelleriez quelqu'un de proche qui n'appartient pas à une structure d'entreprise pour être à vos côtés. C'est maintenant ma perspective une perspective rationnelle avec le recul. Mais c'était Stacey Sheridan à qui j'ai dit depuis le premier jour, j'ai personnellement mis Charlie en garde contre elle. C'est mon opinion personnelle, il n'y a pas un seul cercle de l'enfer que Stacey Sheridan n'oserait descendre pour de l'argent. C'est mon expérience avec elle. Mais cette personne était d'une manière ou d'une autre cruciale. Cruciale pour venir et être aux côtés d'Erika à chaque instant. Les trajets en voiture, tout. Si vous regardez en arrière, c'est Stacey. On croirait que Stacey Sheridan était la mère d'Erika. Vous pouvez même regarder cet extrait. Où on la voit dans une voiture. Stacey, elle est partout. Au téléphone, Stacey est là, capturant chaque instant. Moi, j'avais besoin que ma sœur prenne l'avion pour être à mes côtés, mon mari, ma cousine. Erika avait besoin de la responsable des cadeaux et des dons. Je trouve cela très étrange et j'ai vérifié auprès des gens à l'hôpital. Aucune famille n'était présente. Mais revenons au 16 septembre, car j'aime me concentrer sur cette date. Parce qu'avec Stacey à portée d'oreille, Erika va s'adresser à l'entreprise pour la première fois. Ce n'est pas une mince affaire, d'ailleurs. D'accord. Comme vous le verrez au bureau, elle n'a pas les cheveux et le maquillage parfaitement fait, ce que, bien sûr, je considère comme une bonne chose. Je ne m'attendais pas à la voir au bureau, mais je suis content qu'elle ne soit pas apprêtée de la tête aux pieds, parce que cela fait 5 jours et demi que son mari a été déclaré mort. C'est avant que nous ayons eu ses funérailles, quoi que ce soit. Et je vais vous laisser en juger, et je vais vous le dire. Les employés qui ont choisi d'enregistrer cela, ainsi que ceux qui sont encore là et qui sont mécontents de la façon dont les gens ont été licenciés, disent ceci. Ils ont l'impression que c'était le cas. C'était comme une secte, comme s'ils savaient que quelque chose clochait. Ils avaient le sentiment d'être manipulés, qu'on leur présentait seulement Erika comme un symbole de vous. Les gars, il faut travailler plus dur. C'est ça, comme si la femme de Charlie était utilisée pour convaincre les employés que c'est désormais un mandat qui leur est donné par Dieu, travailler plus dur, se sacrifier, faire des journées plus longues parce que c'est leur nouvelle famille. Ce mot, ça m'a toujours frappé, décrire les employés comme une famille pour les pousser à travailler comme des chevaux, puis les licencier ensuite. Après avoir levé un quart de milliard, c'est fou. Comme je l'ai dit, au moins elle n'est pas apprêtée avec coiffure et maquillage. Elle est au bureau. Je dirais que la mauvaise nouvelle, c'est qu'une fois de plus, Erika va s'empêcher d'utiliser le mot « heureuse » dans le contexte de Charlie et de ce qu'il doit ressentir au paradis. Je vais laisser tourner ça pendant 5 minutes d'affilée et il n'y a pas besoin d'autre contexte que celui-ci. 5 jours et demi se sont écoulés depuis que son mari a été assassiné publiquement. Et oui, à l'arrière-plan, c'est bien Terrell Farnsworth, le gars qui a coupé les caméras. Mais nous allons voir un peu de chagrin, donc je vais vous laisser regarder ça pendant 5 minutes. J'ai eu des conversations privées avec lui. Je veux que vous gardiez cela précieusement et que vous vous en souveniez profondément. Je veux que vous écriviez à ce sujet dans votre journal. Je veux que vous puissiez en parler à vos enfants. Je veux que vous gardiez cela dans votre cœur comme la raison pour laquelle vous êtes encore ici avec Turning Point USA, parce que c'est ce que nous voulons. Et comme je l'ai dit à notre petit groupe, après ce jour-là, peu importe lequel, et après être passé à la télévision, mes journées continuent encore le vendredi. J'ai dit à l'équipe, Turning Point USA continuera comme mon mari l'a toujours voulu, et ce sera plus grand que jamais, et nous allons lui rendre hommage en le faisant. Nous allons rester humbles. Nous allons travailler dur parce que c'est ce qu'il aurait voulu, et nous allons simplement faire grandir tout cela, et nous allons garder les yeux ouverts, fixés sur le ciel.
Et vous savez, comme Stacy l'a même dit, il va trouver des moyens de nous parler. Et il va vous parler à chacun de différentes manières. Chaque personne sera différente, mais il y aura de petits moments où vous vous direz « D'accord, Charlie, je te vois ». Cela pourrait être ici sur le campus. Cela pourrait être dans des moments de silence la nuit, mais il est là et il est plus vivant que jamais et il va nous guider. Et nous devons simplement rester humbles. Mais encore une fois, ce que j'ai dit à l'équipe, c'est que je me battrai bec et ongles pour m'assurer que vous ayez tous un emploi ici. Je ne veux pas que qui que ce soit pense que son emploi est en danger parce que vous êtes la famille. Si vous voulez partir, si vous choisissez de partir, c'est différent. Je ne le ferai jamais. Et je vous le promets, je ferai en sorte que vous n'en arriviez jamais à devoir partir faute de moyens financiers. Et c'est une promesse. Je souhaite que notre famille reste unie autant que possible. Évidemment, il y a des circonstances, vous savez, des choses imprévues qui pourraient surgir ici et là et que nous ne pouvons pas prévoir. Mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, je préférerais rester si le statu quo persiste. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et tout le reste, on s'en occupera plus tard. Mais je voulais simplement vous dire que vous êtes tous très aimés. Je suis très fière de toi. Et Charlie ne sera pas à la hauteur. Je pense que Charlie est juste... J'essaye de ne pas dire qu'il serait... Il est visiblement en train de faire la fête au paradis. Parmi tant d'autres choses, il est tellement fier de vous tous. Et il est si fier de vous tous d'avoir maintenu cette mission en vie. Et il sait que vous en êtes capable. C'est pour ça que vous avez été engagé. Il sait que vous serez capable de reprendre le flambeau. Et il sait que vous allez faire un excellent travail. Et vous allez y arriver, même si les choses vont être difficiles. Honnêtement, les nuits sont les plus dures. Les matins sont assez bruts aussi. Mais une fois que vous êtes juste... Ce que j'ai remarqué ces derniers jours, c'est que si je n'avais pas la famille Turning Point USA avec moi, vous tous, je serais un désastre. Je veux dire, je serais en position fétale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais le fait que nous ayons une mission à poursuivre et que nous ayons notre famille, c'est tout. Et pour certains d'entre vous, c'est la famille que vous avez choisie. Appuyez-vous les uns sur les autres, comptez les uns sur les autres. C'est énorme. Pouvoir compter les uns sur les autres, c'est énorme parce que vous tous, nous étions ensemble avant cela et nous serons ensemble après cela. Et nous, tout, et j'ai dit à Justin, ce sera quelque chose où tout, avant le 10 septembre, n'importe quel email sur lequel vous travaillez, n'importe quel projet sur lequel vous étiez, ce n'est pas que ce soit devenu sans importance maintenant. C'est juste que les choses ont changé, évidemment. Et la mission est devenue plus profonde et elle continuera de s'approfondir. Mais enfin, je veux juste que vous sachiez tous que nous serons des gestionnaires avisés. Nous resterons vigilants. Tu seras humble. Et je veux simplement que vous sachiez que, encore une fois, je suis avec vous. Je suis là. Je ne vais nulle part. Et nous allons faire en sorte d'honorer mon mari comme il se doit. Le monde entier connaît sa vision, passée et future. Je me sens vraiment tellement chanceuse et profondément honorée. Béni et honoré. C'est fou comme adjectif. Je ne sais pas, c'est un truc de dingue. C'est comme si je ne pouvais pas... Béni et honoré d'être la PDG et de vous dire à vous tous que vous êtes une famille. Et je veux que vous voyiez cela parce que nous avons parlé de la secte des Mooney. Et ces gens qui partent, c'était vraiment comme une secte. En gros, c'est ce qu'elle dit. Elle vous appelle une famille, elle leur fait des promesses. C'est pour ça que c'est important il faut la mettre face à ses responsabilités. Tu n'es pas la PDG. Tu as promis à ces jeunes que s'ils allaient travailler plus dur. Tu fais partie de cette famille. Vos emplois sont en sécurité. En fait, c'est ça qui l'a fait pleurer. Quand elle dit que vos emplois sont... Tu sais, c'est là qu'elle craque, non? Quand elle dit que c'est tellement important pour eux de savoir que leurs emplois sont sûrs, c'est comme si je me sentais émotionnellement attachée à vous qui travaillez pour moi. Et puis tu relis ça à ce qu'on t'a montré d'une jeune femme qui, comme je l'ai dit, surtout n'a jamais rien divulgué, elle n'a jamais rien dit, elle ne m'a jamais parlé, rien, se fait virer, simplement pour avoir posé une question toute simple, littéralement, pourquoi est-ce que je suis virée? Nous avons travaillé genre
25 heures, juste sors, il y a la sécurité là, c'est tout, on prend une autre direction. Ce n'est pas acceptable. Tu n'as pas le droit de dire que chacun fait son deuil différemment, donc je n'ai pas à répondre à aucune question à ce sujet. Et les gars, on va aussi remettre le début, c'est parce que je veux que vous regardiez le début de ça, comme ça vous pouvez voir l'intégralité, parce qu'on n'a rien à cacher, parce qu'elle commence en riant, ce que je trouve intéressant. Mais je voulais quand même vous prévenir que nous avons quelques problèmes de mise en mémoire tampon. Nous avons encore de grosses coupures de courant à Nashville, donc on fait de notre mieux ici. Si vous avez des problèmes de connexion, sachez que c'est pour cette raison. Voici le début de cet appel. Et voilà. C'est parti. Oh, regardez tous ces pouces levés. Regardez comme c'est mignon. Désolé, c'est un peu plus informel que la façon dont Charlie réagirait probablement. Comme c'est adorable. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Je déteste Zoom. Je n'ai jamais aimé Zoom. Désolé les gars. Je voulais juste dire avant tout que mon cœur est évidemment brisé pour vous autant qu'il l'est pour notre famille. Vous avez perdu non seulement un patron, mais aussi quelqu'un que vous admiriez, en qui vous croyiez et en sa mission, et aussi que vous aimiez. Vous aimiez écouter son émission. Vous aimiez entendre sa sagesse sur différents sujets. Je suis sûre que certains d'entre vous ont aussi vécu des moments très personnels où vous vous êtes assis avec lui. Et donc, voilà le début, juste pour que vous l'ayez dans son contexte complet. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, cela ressemble un peu à un phénomène psychologique connu sous le nom de lien traumatique, n'est-ce pas? Ils venaient de subir un traumatisme bien réel. Ce n'est pas un traumatisme que la plupart des gens vivent au cours de leur vie entière. Vous vous inscrivez dans une entreprise et Charlie Kirk en est le dirigeant. Vous recrutez la majorité de ces personnes pour travailler là-dedans, dans cette organisation, parce qu'ils croient en Charlie Kirk, ils croient dans ce qu'il fait sur les campus universitaires. Et ensuite, vous le voyez se faire assassiner en direct. Et maintenant, la direction va essayer d'établir votre loyauté en utilisant toutes sortes de tactiques. Mais essentiellement, ce qu'il crée ici, c'est une dépendance émotionnelle, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. Nous avons vécu cela ensemble. C'est une famille, une famille, une famille. Et il se peut très bien que ce n'ait pas été l'intention d'Erika. Mais l'entendre parler comme si elle était sur le point de pleurer lorsqu'elle en discute, plus précisément, le fait qu'ils gardent leur emploi, pas Charlie, mais qu'après que Charlie ait été assassiné devant le monde entier, il s'agit de la perspective de leur emploi. Nous n'avons pas à imaginer si elle le pensait sincèrement parce que ce n'était pas le cas. Elle ne le pensait pas, sincèrement. Après les avoir tous fait travailler comme des chevaux, les avoir enveloppés de cette manière, elle va en licencier un grand nombre sans raison, ni même discussion. C'est en fait traumatisant. Voyez-le du point de vue des employés. Pour ceux d'entre vous qui se posent la question, ils doivent juste avoir l'impression de s'être pris un coup de poing en pleine figure. Vous avez dû le regarder mourir. Ensuite, on vous embarque dans cette émotion. On est une famille. On est une famille. Jamais. Je ne ferai jamais ça. Prends la porte. Ouais, on a levé 250 millions. Tu n'auras même pas de prime. Maintenant, on va laisser la suite se dérouler parce que vous allez l'entendre. Elle va en fait être la première à dire une expression qui a beaucoup été utilisée. Elle va rappeler aux gens que chacun fait son deuil différemment. 5 jours et demi après que Charlie a été déclaré mort à l'hôpital. Écoutez bien. Et nous ferons de notre mieux pour continuer à faire de Turnpoint USA le mastodonte qu'il voulait que ce soit, cette chose immense. Et c'est le cas, c'est le cas. Et c'est pourquoi nous devons rester humbles. Mais vous savez, je veux juste que vous fassiez une prière. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter la personne que vous savez pouvoir contacter. Priez ensemble, soutenez-vous, soyez doux les uns avec les autres. Chacun réagit différemment. Donc si quelqu'un agit bizarrement, n'y prêtez pas trop attention. Les mariages et les funérailles font ressortir le côté le plus étrange des gens. Quiconque s'est déjà marié le sait. Alors ne vous attardez pas là-dessus. Aimez-vous simplement les uns les autres. Et s'il y a quoi que ce soit ou qui que ce soit qui essaie de diviser votre équipe ou vous-même, c'est juste l'ennemi. Rejetez-le simplement et sachez qu'il y a une mission plus grande à accomplir. Et encore une fois, vous êtes tous très aimés et je me sens très honoré et reconnaissant envers vous tous. Je voulais donc prendre un moment pour venir vous présenter mes condoléances. J'aimerais pouvoir aider chacun d'entre vous. Mais encore une fois, le fait qu'il y en ait beaucoup au bureau aujourd'hui, le fait que beaucoup d'entre vous soient ici au bureau, c'est ce que vous faites. C'est une mission. Il ne veut pas que vous restiez simplement assis sur le canapé, seul dans votre chambre.
Il veut que vous, évidemment, je veux dire, nous allons tous faire notre deuil. Mais il voudrait que vous construisiez et c'est ce que nous allons faire. Nous aurons une épée dans une main et une main guérisseuse dans l'autre, alors nous allons construire. Je vous aime tous. Respirez profondément. Wisha, je voulais juste partager cela avec vous tous. Je lui ai demandé, alors que nous étions sur le tarmac, j'ai dit, je ne sais pas comment traverser ça. Elle m'a dit, tu sais, quand tu es dans un avion et certains d'entre vous qui ont des enfants vont vraiment se reconnaître là-dedans. Pour les autres qui n'en ont pas, vous avez déjà été dans un avion avec des enfants, donc vous pouvez aussi vous reconnaître dans cette situation. Mais, a-t-elle dit, quand on est dans un avion, qu'il reste 15 minutes avant l'atterrissage, que les enfants sont surexcités et qu'il ne reste que 15 minutes de vol, et ils jettent leurs jouets, ils hurlent et vous vous demandez, vais-je tenir le coup pendant les 15 prochaines minutes? Et puis l'avion atterrit et vous venez de dire que vous allez tenir le coup pendant ces 15 prochaines minutes, 15 minutes, et puis ça a duré 15 minutes. Et donc, je voulais juste partager cela avec vous parce que c'était un moment très personnel. Mais cela m'a apporté un peu de paix, de savoir qu'on peut simplement y aller 10 minutes à la fois. Donc, si cela signifie qu'au travail, quand vous vous sentez un peu dépassé, prenez ces 15 minutes et tout ira bien. Tout ira bien pour nous tous. Je vous aime tous. Passez une excellente réunion. Y a-t-il autre chose? Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Non, vous êtes aimés. Aimez l'âme, ressentez la vulnérabilité. Oui, merci. C'est tellement gentil. Que Dieu vous bénisse tous. Merci à vous tous. Je veux dire, je ne sais pas vraiment quoi dire. Je voulais juste partager cela avec vous. Je voulais partager cela avec vous parce que je me range complètement du côté des employés. Ce qu'ils ont vécu, tout ce qui s'est passé, les entendre admettre qu'ils travaillent 20 heures par jour, voir comment ils ont été manipulés pour faire cela, puis se faire retirer le tapis sous les pieds. Et on leur dit au revoir et Dieu nous en préserve. Si vous voulez parler de ce que vous avez vécu, alors d'une certaine manière, c'est comme si c'est une secte. C'est une secte, pour être clair. C'est juste une secte. C'est avec nous ou contre nous. Et ces personnes n'étaient pas contre eux. C'était des employés loyaux. C'était des employés loyaux et ils ont dit qu'ils avaient l'impression d'être manipulés émotionnellement, à penser qu'ils devaient simplement travailler encore plus dur. Même au-delà des journées de 20 heures qu'ils faisaient en semaine, on leur demandait ensuite de venir le week-end pour emballer des t-shirts. Parce que c'est ce que Charlie voudrait. Et je continuais à remarquer ça au-delà de ses appels. Je me demandais pourquoi il semblait utiliser le fantôme de Charlie pour culpabiliser et manipuler les gens. Comme si c'était ce que Charlie voudrait. Il veut votre argent. Charlie aussi. Il verrait le fonds universitaire de l'enfant. C'est ce que Charlie voudrait. Il veut le testament de grand-mère. C'est Charlie qui danse. Il danse au paradis. Je ne le suis pas. Je ne veux pas prononcer le mot heureux. Peut-être qu'il n'est pas heureux. Il vient d'être assassiné. Peut-être n'est-il pas heureux de ne plus jamais revoir ses enfants, ni de les voir coucher. Mais il danse tristement ou quelque chose comme ça. Quoi? Quoi? D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Comme je l'ai dit, je me range entièrement du côté des employés. Je crois, avec toutes les nouvelles informations que je reçois, et il y en a beaucoup, qu'elle a orchestré toute cette campagne de relations publiques en coulisses tout en prétendant qu'Andrew Colvett posait problème. Peut-être faut-il reconnaître à Andrew Colvett d'avoir été assez gentleman pour encaisser tout cela, pour permettre aux gens de croire que c'était juste lui qui agissait en électron libre, alors que ce n'était pas le cas. Ce n'était factuellement pas le cas. On nous a menti. Et je ne sais pas quel était le but de ce mensonge. C'est ça qui me trouble. Quel est le but de ce mensonge? Et d'ailleurs, Big Mike, pour revenir à la fin de la chronologie que nous avons reconstituée, c'est vraiment stupéfiant d'y penser. Quand ils ont choisi de faire l'appel à 3 avec le médecin, d'accord? Quand ils se sont dépêchés d'appeler le chirurgien, parce que j'ai fait un épisode et je me suis dit, hey, il y a quelque chose de vraiment étrange que vous devriez savoir, c'est que vous savez, la balle n'est pas passée, il n'y avait pas de sang dans le dos de Charlie. Et puis Erika et Andrew ont appelé le chirurgien. C'était le jour de la véritable messe funéraire de Charlie. C'était pour eux une priorité d'avoir quelque chose à publier comme déclaration sur X pour essayer de justifier pourquoi un 3006 n'est pas passé à travers.
Ça ne semble pas être le bon jour pour ça, mais c'est ce jour-là que ça s'est produit. C'est à ce moment-là, factuellement, que cet appel téléphonique a eu lieu. On le sait parce qu'Andrew a dit « Je viens de raccrocher avec le chirurgien ». Donc, on n'a pas besoin d'imaginer quand c'était. Le lendemain de mon épisode, quand les gens demandaient « Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas de sang à l'arrière. Qu'est-ce que tu veux dire, le 3006? Pourquoi mentir là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on nous ment? » Et on est censé accepter qu'ils ont assez d'argent. Eh bien, c'est le cas. Pour engager des spécialistes en gestion de crise et une flopée de comptes sur X afin de nous dire que c'est impie de ne pas simplement rester là à se faire mentir. Que le mandat de Dieu signifie que tu ne peux pas remettre ça en question. Tu ne peux pas questionner pourquoi des enfants sont traités ainsi. C'est la vision de Charlie. Il danse au paradis, regardant comment des enfants, une bande d'étudiants qui ont trimé pour lui 20 heures par jour pour constituer le mémorial. Des événements sont annulés sans autre raison que des tests de fidélité menés par Marina, la directrice des opérations, qui interroge les chauffeurs Uber pour obtenir des informations confidentielles. « Salut, as-tu entendu parler de Turning Point USA? » Ce chauffeur Uber insinue que vous avez parlé. Faites-la entrer dans la pièce. Elle a peut-être critiqué Erika. Interdit. « Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? » C'est une manipulation grave et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable. Mais qu'est-ce qui guide cela? Au juste. Qu'est-ce qui motive ces mensonges? C'est ça qui m'intéresse. Je n'aime pas qu'on me mente en face. Je déteste vraiment qu'on me mente en face. Et je n'aime pas non plus qu'on m'envoie une mise en demeure parce que j'ai dit la vérité. Je dirais que c'est un de mes déclencheurs personnels. Quoi qu'il en soit, nous allons faire une courte pause et ensuite parler d'autres personnes qui vivent leur deuil différemment, cette fois sous la forme d'anciens PDG. Très bien. Grâce à vous, l'année dernière, Preborn a contribué à sauver plus de 80 000 bébés et aujourd'hui, vous pouvez aider à en sauver encore plus. Chaque jour, des milliers de femmes entendent le même mensonge dévastateur que l'avortement est leur seule option, qu'elles sont seules et qu'il n'y a aucun espoir. Mais tout change au moment où une mère en détresse entre dans une clinique du réseau Preborn et voit son bébé à l'échographie. Ce simple instant double ses chances de choisir la vie. Ce n'est pas juste une image sur un écran, c'est entendre le battement de cœur de son bébé, peut-être pour la toute première fois, et à cet instant, elle réalise qu'il y avait une vie qui grandissait en elle, et ce n'est pas un problème à résoudre, c'est en réalité une vie qu'il faut protéger. Soyons présents pour elle dans ce beau moment, avec amour, prière et soutien. Pour seulement 28 $, vous pouvez financer une échographie qui peut sauver une vie et pour 140 $, vous pouvez financer 5 échographies et offrir 5 chances de survie. Cette année, faisons-en l'année où l'on sauve le plus de bébés de l'histoire. Prenez position, osez. Parlez au nom de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Faire un don. Composez le 250 livres sterling et prononcez le mot-clé « bébé ». Ou vous pouvez visiter preborn.com/Candice. Encore une fois, c'est preborn.com/Candice. Je vous rappelle aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis restée fidèle à Nimi Skincare. Ils rendent la régularité vraiment facile. Il y a tellement de bruit autour des soins de la peau. Les nouveautés constantes poussent au changement perpétuel, ce qui est inefficace à long terme. Je choisis Nimi. C'est sain, simple et conçu pour durer. Janvier est déjà accablant pour beaucoup de gens. Votre peau doit faire face à l'air froid et à la chaleur sèche. Votre emploi du temps est probablement chargé et tout semble plus bruyant que d'habitude. Ce n'est vraiment pas le moment de compliquer les choses. C'est le moment de vraiment s'entraîner à rester constant. Nimi Skincare est fabriqué ici, en Amérique, et repose sur cette même idée de discipline plutôt que de suivre les tendances. Alors, faites de Nimi votre allié pour le soin de la peau. Rendez-vous dès aujourd'hui sur nimiskincare.com. N'oubliez pas d'utiliser mon code Candice10 lors du paiement et vous économiserez 10% supplémentaires sur votre commande. C'est NIMI skincare.com. Je voulais aussi vous parler des chips Masa. Vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie en 2026. Commencez par de petits changements en choisissant des produits aux ingrédients simples comme Masa. C'est le moyen idéal de manger sainement sans contrainte. Les chips Masa ne contiennent que 3 ingrédients: maïs bio, sel de mer et suif de bœuf nourri à l'herbe. C'est tout, sans huile de graines. Pas d'additifs, juste de la vraie nourriture. Ces chips sont saines et ont un goût incroyable. Grignoter Masa surpasse les chips ordinaires. Avec Masa, on se sent rassasié, léger, plein d'énergie. Pas de fatigue, de ballonnement ou de lourdeur après. Faite d'ingrédients réels, elle rassasie mieux, évitant les grignotages compulsifs. Mes préférés, habanero et original. Alors, pour essayer Masa, cliquez sur le lien en description ou visitez masachips.com
Candice et utilisez le code Candice pour 25% de réduction sur votre première commande. Sinon, Masa est disponible chez Sprouts partout au pays. Passez en magasin et prenez quelques sachets avant qu'il n'y en ait plus. Actuellement, nous reconnaissons vivre dans une matrice et cette matrice est en train de complètement bugger. Nous ne savons pas où tout cela va finir. C'est un peu comme si on sait qu'ils mentent. Ils ont été pris en flagrant délit de mensonge, ils savent qu'ils ont perdu le pouvoir, mais ils vont quand même continuer à créer l'illusion que ce n'est pas le cas. Ils continueront à écrire des articles et à salir ceux qui disent la vérité, même sans effet. On ignore désormais leurs écrits, mais ils persistent. Ils vont nous dire qui nous devons aimer. Ils vont continuer à faire semblant que certaines personnes sont populaires et que d'autres sont détestables. Quand est-ce que ça s'arrête? Tout semble faux, surfait et fictif. Et nous découvrons que ceux qui faisaient semblant de se soucier de la liberté d'expression sont en réalité les premiers à vouloir la réprimer. Ils essaient de la réprimer maintenant. Et il n'y a pas de meilleur exemple que, bien sûr, le Daily Wire. Maintenant, le PDG du Daily Wire. Un jour, Daily Wire sera une entreprise qui, dans un monde juste, existerait peut-être, mais probablement pas un jour, et donc probablement pas dans ce monde-ci. Mais si nous vivions dans un monde équitable, cela serait enseigné dans les cours de psychologie. Regardez ce que cette entreprise s'est infligé en l'espace d'un an est incroyable. C'est objectivement, d'un point de vue d'intérêt, incroyable. Si j'étais simplement un journaliste, je dirais « c'est fascinant », non? Jeremy Boring était le PDG quand tout cela s'est produit. Et il a un peu disparu pendant, je dirais, un an. Et maintenant, il est de retour. Il n'aurait jamais pu ne pas revenir, les gars. Cet homme adore être sous les projecteurs. Vous n'imaginez même pas à quel point. On va en parler dans un instant. Mais il va dans un podcast et décide de s'ouvrir. À propos de moi, bien sûr, et de ce que j'ai mal fait, disant essentiellement que tout allait bien jusqu'à ce que ça n'aille plus. Je vais simplement vous laisser l'écouter dans son contexte, ce que j'ai fait ici et ce qu'il a à dire sur moi. Écoutez bien. Quand Candice travaillait pour vous, vous arrive-t-il de repenser à cette décision et de vous dire que ce n'était pas une bonne idée quand elle était au Wire? Oui, eh bien, je pense certainement qu'embaucher Candace est probablement la plus grosse erreur de ma carrière professionnelle jusqu'à présent. À l'époque, j'avais des réserves concernant Candace, mais ce n'était pas une décision totalement cynique. Je croyais que Candace pouvait être une grande force positive dans le monde. Je le crois toujours. Candace est la personne la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée, pas seulement dans les médias conservateurs, mais dans tous les médias. Elle a ce petit quelque chose. Elle a cette qualité de star. On le sait dès qu'on la rencontre. Un charme incroyable, un charisme incroyable. La caméra l'adore littéralement. Elle possède des dons et des compétences incroyablement uniques dans ce domaine. Et lorsqu'elle met ses dons et ses compétences au service du bien, elle est incroyablement efficace. Elle l'a été pendant le mouvement BLM en Amérique. Une partie du contenu que nous avons créé lorsque nous avons d'abord fait venir Candace portait sur ce sujet. Et je pense qu'elle était aussi bonne que n'importe qui dans le monde et qu'elle a eu un impact vraiment positif. Je l'ai déjà dit, Candace est comme l'énergie nucléaire. Vous savez, si vous exploitez cette énergie correctement, elle peut alimenter une ville. Si vous perdez le contrôle, elle rasera la ville. Et je pense que c'est ce que nous voyons maintenant. Candace, tous ces mêmes dons qu'elle a parfois utilisés pour le bien, elle les utilise maintenant pour le mal. Et il n'y a personne de meilleur. Le problème, c'est que si ce que vous poursuivez est mauvais et que vous êtes la meilleure dans ce domaine, vous allez causer des dégâts incroyables. Et Candace cause des dégâts incroyables. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? C'est qu'il ne se rend même pas compte à quel point ce qu'il vient de dire est objectivement raciste. Nous avons fait venir Candace parce qu'elle critiquait les Noirs. Nous l'avons invitée parce que c'était agréable d'avoir une personne noire prête à dénoncer Black Lives Matter. C'est pourquoi nous l'avons fait. Elle travaillait brillamment sur le documentaire. Elle explique que Black Lives Matter est devenu un mouvement de suprématie noire, délaissant la lutte pour l'égalité. Il voulait un traitement de faveur. Je le crois, j'assume cette position. Je n'ai pas changé d'avis sur BLM. Et le fait que cela finirait par se retourner contre l'Amérique noire, comme cela a effectivement détruit des villes afro-américaines. Mais ensuite, oh mon Dieu, quand elle a alors remarqué qu'Israël était en train de raser des villes, vraiment une très mauvaise analogie là, Jérémy, quand elle a remarqué qu'en réalité la communauté juive agissait comme des suprémacistes soudainement et qu'elle a constaté leur comportement de façon exceptionnelle. Ils voulaient être traités de manière exceptionnelle
et il s'attaquait à la liberté d'expression. J'ai compris que cette énergie était incontrôlable. Alors, on a compris qu'on avait un problème. Oh, cela pouvait causer de grands dégâts. Cela pouvait raser une ville comme Bibi Netanyahou l'a fait à Gaza. C'est là, mec, qu'elle avait du talent quand je pouvais lui apprendre à s'en prendre au noir. Mais ensuite, quand elle a remarqué que les Juifs ne se comportaient pas correctement et formulaient des exigences de façon similaire, et qu'ils s'attaquaient à la vie et aux moyens de subsistance des gens, c'est là que, il a fallu fixer une limite. Énergie nucléaire. C'est très mauvais. C'est incroyable. Et ensuite, il va comparer mon émission à de la pornographie. Écoutez ça. Vous dites que des gens vous disent là, qu'ils écoutent Candace. Un gars m'a dit récemment, « Tu sais, que devrais-je dire à ma femme? Tu sais, elle n'arrête pas de me parler de choses qu'elle entend Candace dire et je ne sais même pas comment y répondre. » J'ai dit, « Eh bien, je lui répondrai simplement en lui racontant des choses amusantes que tu as vues dans une vidéo porno que tu as regardée. » Il m'a dit, « Wow, de quoi tu parles? » J'ai dit, « Eh bien, le même niveau de honte devrait accompagner les deux déclarations. On devrait avoir honte de dire publiquement qu'on regarde Candace Owens aujourd'hui. » Et Candace Owens, qui est en guerre avec la veuve de son prétendu meilleur ami, Charlie Kirk, c'est tellement au-delà des limites. Le fait que des gens puissent dire, sans sourciller, « Oh, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit Candace? » Ce que j'en pense, c'est que c'est une forme de pornographie. C'est de la pornographie rhétorique. Ça fait la même chose que la pornographie classique. Ça titille, ça stimule, c'est un peu osé. C'est parfait pour générer des clics et ça rapporte énormément d'argent sur Internet. Et tu ne devrais pas pouvoir regarder ça si tu as moins de 18 ans ou... Viré notamment pour avoir suggéré d'étudier l'histoire de la pornographie, ne lui posez pas cette question. Ne lui demandez pas. Sur la vraie pornographie et d'où elle vient, ne faites pas ça. N'osez surtout pas, parce qu'alors vous seriez une sorte d'énergie nucléaire qu'on ne peut pas maîtriser correctement. On parle de pornographie. Il faudrait parler de la vraie pornographie. Il faudrait parler des podcasts. Les gens s'instruisent et se rendent compte qu'il y a des doubles standards et qu'on ne peut pas utiliser des arguments émotionnels comme l'a fait BLM. Et comme on voit Israël le faire aujourd'hui en disant « Vous ne pouvez pas parler des faits », George Floyd est mort et on ne peut plus parler d'aucun fait et c'est fou et nous sommes tous tristes. Et on ne peut même pas discuter des choses de façon rationnelle. C'est la même chose Israël après le 7 octobre. Il argumente comme un gauchiste, mais le moment où l'on s'en rend vraiment compte, j'espérais qu'il soit allé en cure pour être honnête avec vous, mais il l'a fait. Le summum du manque de lucidité, c'est quand Jérémy m'accuse de me mettre en avant. Écoutez ce qu'il a dit. Candace Owens est engagée à mon avis, Candace est engagée dans un projet d'autoglorification. J'ai demandé à Candace à 2 reprises, « Qu'est-ce que tu crois vraiment? » Et à chaque fois, elle m'a répondu, « Je crois ce que le peuple croit. Je suis la voix du peuple. » Peu importe que ce soit une déclaration totalement amorale. Peu importe que je ne sache pas qui sont ces gens dans cette conversation. Peu importe que le peuple, qui qu'il soit, puisse évidemment se tromper. Candace dit en réalité quelque chose d'assez profond. Elle dit en fait, « Je dirai tout ce qui me rapporte le plus de récompenses. » Elle ne se rend même peut-être pas compte que c'est ce qu'elle dit. Mais elle présente essentiellement la captation de l'audience comme une vertu. C'est incroyable pour tant de raisons. Tout d'abord, c'est évidemment inventé. C'est une conversation tellement manifestement inventée qui arrive et dit simplement « Qu'est-ce que tu crois ?» Aucun contexte. Et puis, quelqu'un répond simplement « Je crois ce que les gens croient. » Zéro, croire à quoi? On parle de foi, du mouvement transgenre. On ne pose pas cette question comme ça. Après 3 questions, elle a avoué « Je suis l'opinion pour les clics ». D'où son opposition à Black Lives Matter et son soutien à Trump. C'était la voie facile, le raccourci idéal pour le buzz en 2016. C'est complètement ridicule. Mais faire semblant d'être centré sur moi-même, tu sais, je dois vraiment le dire parce qu'il y a des employés de Daily Wire. Vous ne comprenez pas ce qu'on a vécu, les gars, et ils ont besoin d'entendre ça. Et ils sont quelque part, ils s'éteignent en écoutant Jeremy Boring parler de quelqu'un qui aime attirer l'attention. Jeremy Boring est le PDG qui se réveillait tous les jours, comme si j'étais son plus grand regret. Il y a tellement d'autres regrets que je pourrais lui balancer. Je vais en essayer quelques-uns. Comme se lever chaque jour, aller au bureau et se faire coiffer et maquiller pour jouer le rôle de PDG.
faire attendre les talents, les gens qui avaient des émissions, dehors pendant que tu fermais la pièce, faisaient laver tes cheveux, te faisaient maquiller et coiffer. Des centaines de milliers de dollars dépensés pour un portant à vêtements, juste pour que tu puisses t'asseoir au bureau et prendre des appels comme un PDG. C'était probablement le vrai Jeremy, en fait. Il a toujours voulu être acteur. C'est ce qu'il veut être. Il veut être sur scène et il construit littéralement des scènes à chaque fois qu'il prend la parole au Daily Wire. Jeremy Boring est une personne tellement obsédée par lui-même et qui ne pense à personne d'autre qu'il a mis l'entreprise dans la dette. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la véritable histoire? Qu'est-il arrivé au Daily Wire? Jeremy Boring voulait réaliser ses rêves d'enfant de théâtre, n'est-ce pas? Il a fait venir pratiquement toute l'entreprise en Hongrie pour donner vie à un livre qu'il avait lu au collège. Avec un budget qui ferait rougir HBO, payant pour transporter des taureaux à travers le continent européen. Et ce processus a évidemment précipité une entreprise autrefois saine financièrement dans le gouffre. On m'a dit que le dernier chiffre que j'ai entendu était de 67 millions de dollars dépensés pour un rêve de lycée. Tellement d'argent qu'il a dû emprunter, vider un compte d'épargne, emprunter personnellement de l'argent à Ben Shapiro pour joindre les deux bouts. Parce qu'il ne pouvait pas abandonner son rêve de lycée. Ce n'est pas ce qu'il considère comme son plus grand regret, car c'est la véritable histoire de ce qui est arrivé au Daily Wire. Tout le reste, c'est du bruit. En fait, le podcast Bulwark, qui n'est pas du tout mon ami, il me déteste, a été plutôt franc. Si vous retournez écouter et que vous êtes honnête sur ce qui s'est passé au Daily Wire, ils ont passé du temps à enquêter dessus. Écoutez un extrait. Grâce aux énormes revenus du Daily Wire, ils ont pu nourrir leurs ambitions dans le streaming. Jeremy Borg a pu non seulement financer cela, mais il en est aussi le réalisateur et le créateur. C'est une opération incroyablement ambitieuse, et donc ils ont réalisé ces journaux de production. J'ai donc regardé ces vidéos sur YouTube où on les voit en train de filmer, et quand on regarde, on se demande, sont-ils capables de faire ça? Je veux dire, on parle d'une centaine de figurants qui se battent à coups de poing dans un marais en Hongrie, avec la brume qui arrive et d'énormes équipes techniques. Ensuite, ils disent, bon, on s'envole pour l'Italie. Et tout cela a été financé par le Daily Wire. C'est eux qui faisaient ça? Oui. Oh mon Dieu. Ouais, on s'envole pour l'Italie pour filmer avec des taureaux, mais ils ont été importés d'Espagne, donc tout va bien. C'est authentique. Et tu te dis juste, catching, et ça n'est toujours pas sorti. Ça pourrait expliquer une partie de cet accord de départ quand tu dépenses des millions pour un truc bizarre. Projet se déroulant dans la Grande-Bretagne de l'époque romaine, mais tourné en Hongrie, avec des taureaux italiens censés venir d'Espagne. C'est vraiment ce qui s'est passé et ça a provoqué une crise nerveuse chez Jeremy Boring et on a tous dû en subir les conséquences en tant que personne qui travaillait au Daily Wire. Et on pourrait penser qu'après avoir pris une pause, tu reviendrais en réalisant que ça a échoué. Personne ne voulait l'acheter, personne ne voulait en entendre parler parce que, comme toujours, il se distribue lui-même dans tous les rôles. Les rasoirs de Jeremy Boring, les produits capillaires de Jeremy Boring, le projet de lycée de Jeremy Boring. Jeremy Boring tout le temps, construit une scène parce que je veux virer Candace, on pourrait croire. Mais après avoir pris une année pour réfléchir, il reviendrait et dirait « c'est ma plus grosse erreur ». Le fait d'avoir fait de moi le centre de tout et d'avoir pris une entreprise saine financièrement pour la ruiner. Et tu sais, qu'est-ce qui était aussi une erreur? Si j'étais Jeremy Boring, je dirais que c'était une erreur de ne pas simplement mettre fin aux choses à l'amiable avec Candace. Surtout quand elle m'a donné l'option après que Ben ait sauté sur une table et l'ait accusée d'être une fausse sophistiquée. Parce qu'elle a dit que le génocide est toujours mal. Ouais. Quand elle est venue me voir, enceinte de 8 mois et demi, les mains ouvertes, prête à discuter et à arranger les choses, ou à accepter de nous séparer à l'amiable si nous n'y parvenions pas. Après le 7 octobre. Il a décidé de ne pas le faire. Jeremy a plutôt décidé, de façon maniaque, de me faire comprendre qu'il soupçonnait que j'avais peut-être secrètement travaillé avec Nick Fuentes et Tucker Carlson, comme si on était les 3 mousquetaires ou quelque chose du genre, au lieu de simplement s'humilier et d'admettre qu'il était complètement dans l'erreur et qu'il se trompait. Et que j'ai en fait toujours été loyal envers l'entreprise pour laquelle je travaillais. Il a échafaudé son prochain grand plan. Oh, je sais, je vais régler 2 problèmes d'un coup, d'accord. J'ai plongé l'entreprise dans la dette, mais je peux arranger ça. Mon prochain grand plan, c'est de faire ce qu'on a fait à Breitbart. On va créer un faux scandale. On va accuser Candace, qui travaille vraiment dur et qui est très enceinte.
accusé d'antisémitisme et viré brutalement pour avoir dit « Christ est roi ». On fera ça pendant le carême pour booster les abonnements au Daily Wire. Ça a marché pour nous une fois chez Breitbart. Tu crois qu'on peut le refaire? Le monde verra les choses comme nous? Non, le monde verra les choses comme nous. Ils comprendront qu'on a dû faire ce qui était difficile, mais moral. Bon, c'est une opération psychologique. On a juste besoin d'argent. Mais ils comprendront qu'on a pris une position morale pour les Juifs parce que quel genre de monstre tweet? Le génocide est toujours mal. Vraie histoire, Jérémy a personnellement revu l'épisode d'Andrew Klavan avant sa diffusion, la première attaque après notre départ à l'amiable. Jérémy l'a prouvé, il est tellement génial et tellement sûr de lui. La direction croyait vraiment qu'ils allaient obtenir une masse d'abonnements au Daily Wire. Le monde entier allait les soutenir et leurs problèmes de dette seraient effacés. Et cela fait maintenant 2 ans. Et tu pourrais penser, Jérémy, je pourrais penser que tu aurais le courage d'admettre que c'était tout simplement une mauvaise décision. Construire une scène, organiser une pendaison d'esclaves d'entreprise, partir en guerre contre quelqu'un qui serait parti à l'amiable. Je pense que cela a aussi laissé un goût amer à beaucoup d'employés, dont beaucoup sont ensuite partis et ont fait des fuites. À la presse, qu'est-il arrivé? Car contrairement à toi, je connaissais les noms de ces employés. Tu n'as jamais appris leurs noms. Tu passais devant eux. Ils étaient en dessous de toi. Ils n'achètèrent pas vraiment ce que leur PDG narcissique, qui met son nom partout, essayait de leur vendre à mon sujet. Et ce que tu m'as fait a semblé cruel et inutile, un peu extrajudiciaire. La plupart des gens se disent juste que ça aurait pu être un email. Maintenant, si j'étais à ta place, je pourrais même classer. Avoir envoyé un stagiaire en mission secrète pour traquer la femme que tu venais de licencier jusqu'à Dallas, à Turning Point, USA, pour la mettre dans un avion, un stagiaire. Je pourrais considérer cela comme une erreur psychotique, rien de moins, suivie d'une décision encore pire en tant que PDG, à savoir rédiger ensuite. Un email maniaque de presque 5 pages envoyé à toute l'entreprise, admettant l'acte, justifiant la décision de suivre secrètement quelqu'un que tu avais fièrement licencié. En disant, et je cite, « C'est mon droit de savoir ce qu'elle dit. » Ce n'est pas pour ça que tu l'envoyais pour me poser une question. Si tu voulais savoir ce que je disais, Turning Point USA diffuse ces événements en direct, d'accord? On sait ce que tu faisais. Maintenant, si j'étais à ta place, Jérémy, je pourrais même te juger. Dire de façon étrange à Brett Cooper, alors une toute jeune employée chez toi, juste quelques semaines avant qu'elle ne soit censée se marier, la faire asseoir et lui dire qu'elle ne devrait pas le faire. Parce que tu avais de grands projets et que tu allais faire d'elle une star parce que c'est toi, la magie. Je classerais probablement ça tout en haut des pires décisions d'entreprise, parmi d'autres. Tu t'es peut-être oublié à ce moment-là, comme tu le fais toujours. Tu t'es un peu laissé emporter par toi-même. Mais les conservateurs, et surtout ceux qui prétendent être des entreprises conservatrices, ne sont certainement pas censés poursuivre la gloire hollywoodienne au détriment de la famille. Et je pense personnellement qu'elle a pris la bonne décision en partant. Et puis tu as encore pris la mauvaise décision, comme l'homosexuel en colère et refoulé que tu es, non seulement de ne pas laisser une jeune femme, encore une fois, de 21 ans, simplement partir, mais aussi, encore une fois, de la traquer. Parce que c'est ce que tu fais. Tu traques, tu fais semblant que c'est du business, mais vous êtes des harceleurs glorifiés. Cette fois-ci, de la manière la plus sadique qui soit, en offrant une somme obscène d'argent à sa demoiselle d'honneur lors de ce mariage que tu ne voulais pas qu'elle ait pour lui faire du mal. En la remplaçant par sa demoiselle d'honneur, parce que tu voulais que Brett Cooper, une jeune femme, souffre simplement parce qu'elle voulait changer de travail, c'est pourquoi tu as agi en coulisses à travers le même cercle de relations publiques dément. Pour essayer de la salir, cette jeune fille sympathique de la pop culture en l'accusant d'antisémitisme à cause d'un like sur Instagram, simplement parce qu'elle avait aimé un récapitulatif de fin d'année de mon podcast. Tu ne pouvais pas le supporter. Tu sais, je pourrais considérer ça comme une autre erreur, mais ce que je considère comme l'un de mes moments les plus fiers dans tout ça, c'est d'avoir utilisé une partie de mon énergie nucléaire pour la défendre publiquement malgré les contraintes contractuelles, en utilisant ma plateforme pour dire que ce que tu lui as fait était mal. Et quand tu m'as poursuivi pour ça, pour avoir défendu Brett Cooper, je veux que tu saches une chose. J'ai dit à mon équipe juridique que j'étais prêt à accepter cela. J'étais prêt à accepter la pénalité de plusieurs centaines de milliers de dollars,
que tu voulais m'infliger pour avoir fait ce qui était juste et avoir défendu quelqu'un qui ne méritait pas ce que tu lui faisais subir. Tu ne m'as pas fait subir ça et tu essayais de lui faire subir ça à elle. Et j'ai dit à mon mari que je paierais volontiers cet argent. J'ai dit que si le juge tranchait en ta faveur, je ne mentirais pas. J'admettrais que j'ai consciemment défendu quelqu'un qui ne méritait pas d'être sali. J'en suis fière. En fait, j'aurais accroché ça au mur et j'aurais montré à mes enfants que l'argent n'est pas tout. Faire ce qui est juste, ça l'est. Alors peut-être que tout ça pourrait figurer quelque part dans le classement de tes pires décisions que tu aies jamais prises. Non, probablement pas, n'est-ce pas? Probablement pas, parce que tu n'es qu'un narcissique malveillant. Tu m'as avoué que tu avais fait une crise mentale en Hongrie. Ils n'ont pas dormi pendant des jours. Et tu n'as jamais vraiment, Jérémy, admis toi-même que tu n'en es pas revenu. Tu n'en es vraiment pas revenu. Tu ne vas pas bien. Ton plan ici pour te racheter, c'était d'essayer de détruire ma vie. Tu me reproches ce que tu as fait. En fait, honnêtement, la seule chose dans laquelle tu as vraiment réussi, c'est à gâcher ta propre vie. Donc, ce que je pense qui te conviendrait vraiment, Jérémy, c'est de retourner au Texas, là où tu as grandi, cette clé que tu portes autour du cou, cette clé tordue que tu portes en collier chaque jour. Pour ceux qui ne le savent pas, cette clé. La société porte d'ailleurs son nom, Bent Key Ventures, à cause de cette clé qu'il garde autour du cou depuis 28 ans. Elle vient de sa ville natale et ouvre un théâtre de marionnettes où il a autrefois joué sur scène. Je pense que c'est là qu'il devrait retourner. Il serait bien mieux de retourner au Texas, d'arrêter de faire semblant dans le monde réel et de reprendre son jeu d'acteur dans le théâtre de marionnettes. Qu'en dis-tu? On revient tout de suite. Très bien, les amis, très rapidement, je veux vous rappeler American Financing, parce que entre les courses, les voyages et la hausse des prix, il est facile de se sentir complètement dépassé, surtout si vous comptez déjà sur les cartes de crédit pour couvrir les besoins de base. Si cette dette s'accumule, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes propriétaire, vous hésitez peut-être à changer pour garder votre taux bas. American Financing a créé le Smart Equity Loan. C'est une solution simple et intelligente pour remettre vos finances sur les rails sans renoncer à votre taux actuel, contrairement à une HELOC qui peut fluctuer avec le marché. Le Smart Equity Loan propose un taux fixe, ce qui vous permet d'avoir un paiement mensuel prévisible. Utilisez la valeur nette de votre maison pour solder vos dettes coûteuses et libérer votre trésorerie sans changer d'hypothèque. Éligibilité gratuite, appelez le 800-795-1210. C'est le 807-95-1210. AmericanFinancing.net, /Owens. Encore une fois, ça m'enseigne AmericanFinancing.net, /Owens. Très bien, les amis. Maintenant, pour vous dire que nous avons de nouveaux produits sur le site. Comme je le fais toujours, vous pouvez également acheter notre lot dédicacé. Il s'agit de nos 2 livres en version papier, Make Him a Sandwich et Blackout, tous 2 signés à la main par mois. Et nous avons également fusionné nos niveaux d'abonnement pour simplifier les choses en un seul niveau Club Candice à $11 et 99 cents par mois. Où vous pouvez payer $120 pour toute l'année. Nous avons de super produits. Et aussi, j'ai oublié de dire que nous avons un nouveau site web et que tout est éclatant. Très bien, meilleur commentaire du dernier épisode. Michael écrit en l'appelant qualifier la commémoration du mari assassiné d'événement du siècle, c'est une nouvelle forme de deuil qui n'a jamais été vue auparavant. Oui, comme je l'ai dit, j'ai fini de trouver des excuses après qu'elle ait été prise la main dans le sac. Et tout ce que j'apprends des employés en ce moment, elle était très impliquée dans beaucoup d'aspects liés aux relations publiques. Je pensais que tout le monde s'occupait des choses et qu'elle se remettait, qu'elle était chez elle en position fétale. Non, elle était au bureau tous les jours. Et elle prenait des décisions éclairées aux côtés de Stacey Sheridan et de cette Marina Minas, sur qui je dois prendre le temps de me renseigner, qui apparemment, d'ailleurs, ironie du sort, regarde mon émission tous les jours au bureau. Turning Point USA regarde cette émission en direct au bureau, puis a licencié quelqu'un pour avoir pris une capture d'écran de l'émission au bureau. Je ne comprends même pas ça. Je vais être honnête avec vous. OK, passons à certains de vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Kiki écrit « Candice, qu'est-ce que tu veux dire? Erika a dit qu'elle regardait ton émission au début et qu'elle apprenait. Son mari venait d'être assassiné et elle attendait de regarder ton prochain épisode. Elle ne t'a pas appelé pour te demander chaque détail. Sérieusement, Erika? Elle pense qu'on est bête. Encore une fois, oui, avec le recul, je me rends compte et j'ai depuis appris qu'elle m'a effectivement raconté pas mal de mensonges lors de notre entretien.
Et le plus gros pour moi, c'est vraiment le fait qu'elle ait constamment jeté Andrew Colvett sous le bus, puis que j'ai appris par d'autres personnes qu'Andrew disait la vérité. Je me faisais avoir. J'assume le fait que je n'étais pas en état émotionnel de lui tenir tête. Agir de cette façon, tout simplement. Évidemment, je connaissais Charlie personnellement, donc pour moi, cette histoire n'était pas objective. Ça a toujours été une histoire subjective. J'étais vraiment en deuil et ma sœur avait raison quand elle a dit « Tu as subi un traumatisme. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas dormir. » Quand je suis allée dans le Wyoming, j'entrais dans la phase de marchandage et j'espérais vraiment que Charlie était encore en vie, comme si j'essayais de trouver la partie, le coin d'Internet qui me dirait qu'il était en fait secrètement vivant. Et je m'en suis rendu compte. Ce n'est pas un bon état d'esprit et j'ai besoin de faire une pause, de gérer ça et d'atteindre le stade de l'acceptation. Et je ne regrette pas cela. Il m'a fallu du temps avant même de regarder ce que disaient les autres. Je pense que j'avais besoin de croire que c'était ses vrais amis et que tout dans sa vie l'était aussi. Je ne sais pas ce que j'ai besoin de croire. Je traversais mon propre processus. Je n'étais pas prêt et maintenant je le suis parce que je ne veux pas que les gens me mentent en face. Et je n'aime pas quand les gens utilisent beaucoup d'argent et des agents de relations publiques et je me sens tout simplement stupide. Pour être honnête avec toi et puis m'envoyer une mise en demeure, c'est fou. Comme si tu n'avais pas le droit d'enquêter sur ce qui est arrivé à Charlie. Tu n'as pas le droit de poser des questions sur son meurtre, parce que notre contrat couvre tout le monde et même leur mère. Au revoir. Encore une fois, c'est inadmissible. Quelque chose que je ne pouvais pas savoir lorsque j'ai signé cet accord pour partir en tournée avec Charlie Kirk, c'est qu'il allait être assassiné publiquement. Et les gens de l'organisation qu'il a créée, d'accord? De nombreuses nuits sans sommeil. Ils allaient collaborer pour cacher des choses au public. C'est quelque chose de vraiment grave que je ne pouvais pas prévoir. Tout ce truc de contrat, c'est bidon, c'est nul, c'est fini. On a laissé ça en 2025, d'accord? L'histoire du procès pour en gros dire « J'ai le droit d'être immoral parce que tu as signé un contrat et que tu n'as pas anticipé comment je pourrais être immoral. C'est terminé. » De rien. C'est fini, c'est terminé. Et les gens qui font ça devraient toujours être appelés comme tels. N'honorez aucun contrat où des gens essaient de faire en sorte de pouvoir vous traiter de façon immorale. N'honorez aucun contrat. Il n'y a aucun moyen d'écrire un contrat. Qui disent « J'ai le droit d'être un connard, un salaud, j'ai le droit de mentir et de t'abuser parce que tu as signé sur la ligne pointillée. » Faites-les exploser. Faites-les exploser, d'accord? Je suis désolée. C'est le moment où je fais une déclaration qui... J'ai effectivement dit au prêtre que j'allais me calmer et je vais lui parler. En fait, je me rends compte que ça fait probablement 7 semaines que je ne lui ai pas parlé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Bref, j'appelle Chia, il écrit saison 3, épisode 4 de Chacun fait son deuil à sa façon. Oh non, tu te trompes! On en est à la saison 8. Seven Sheets écrit L'ennui me donne encore plus la chair de poule. C'est pourquoi on te regarde depuis avant la tragédie de Charlie Kirk. Que Dieu te bénisse. Notre Jeanne d'Arc. Je continuerai à en poster d'autres, et plus encore si on peut avoir des épisodes de 2 heures avec Candice, mais j'aime ce qu'on a, donc j'apprécie vraiment. C'est un don extraordinaire, je vous apprécie vraiment, et oui, je ne sais pas. Peut-être que quelque chose s'est brisé en moi avec toute cette histoire de Charlie Kirk, mais c'est l'audace de tout ça. Ce sont vraiment de mauvaises personnes. Voilà ce que je veux que vous sachiez. Ce sont vraiment de mauvaises personnes. Je ne vous ai même pas raconté 10% de ce que Jeremy Boring m'a fait subir. Je veux dire, oui, à chaque fois, on vous ruinera. Nous allons vous ruiner. Si vous révélez à qui que ce soit ce que nous vous faisons, nous vous ruinerons. En gros, on a le droit de rédiger des contrats pour abuser des gens, parce que les gens normaux, quand ils signent ces accords, ne pensent pas que c'est rédigé pour qu'on puisse les maltraiter. Vous dites « Oh, on n'est pas d'accord. Je vais venir travailler, faire ce qu'il faut, être honnête avec vous, vous parler de ce que je traverse et partir à l'amiable. » Mais dans le monde de la politique et du divertissement, ce n'est pas ce qu'ils font. Et c'est ce que je veux utiliser ma plateforme pour vous faire savoir. Ce n'est pas ce qu'ils font. Ils essaient de vous contrôler et c'est très sournois. Et je ne pouvais pas rester silencieux alors qu'ils tentaient de mettre leur plan à exécution. Brett Cooper. Ça va, je vais bien. D'accord? Un jour, mes enfants seront fiers de moi. Je vais bien. Janny Thompson écrit « Erika continuait de dire que Charlie dirigeait toujours Turning Point USA au lieu de reconnaître que Turning Point USA est une organisation fondée et dirigée par Dieu. C'est une secte. » Oui, je suis d'accord avec vous. C'est très
Il y a quelque chose dans tout ça, même le fait de garder le micro, de le mettre dans une cage et d'organiser son dîner lors d'une collecte de fonds. Il y a quelque chose qui me fait penser à une séance et on ne pouvait pas le contrôler de son vivant, mais maintenant qu'il est mort, on peut le contrôler. Et on peut vous contrôler, vous dire ce qu'il aurait voulu. Comment pouvez-vous débattre de ça? C'est ce qu'il aurait voulu. Il danse au paradis. Comment peut-on contester cela? Si vous contestez cela, eh bien, désolé, les gars, parce que maintenant, c'est sa veuve qui le dit. Alors, comment osez-vous? Là, il y a quelque chose là-dedans que je n'aime vraiment pas. Et ce quelque chose, c'est tout. En fait, je n'aime rien de tout ça. MS. Min Julep s'écrit. Continuez comme ça, l'équipe Candace. Poussez-le à fond. Je suis entièrement avec toi. Merci beaucoup. Julia écrit « Je ne serai jamais trop à droite pour vouloir la vérité, même si elle va à l'encontre du récit dominant. Le Christ est roi. Les non-élitistes sont fiers de toi. C'est fou de revenir en arrière et de réaliser que j'ai tweeté « Le Christ est roi ». Ce n'était adressé à personne. Et ils ont quand même essayé de transformer ça en une attaque antisémite. Mais on ne va pas reconnaître que ces Palestiniens très sémites sont massacrés en masse. Ils essaient vraiment de nous convaincre que les mots font plus de mal que les massacres. C'est complètement fou. C'est vraiment objectivement totalement insensé. Et ils font ça sans même sourciller. Ils disent « Wow, tu as vu ce que Candace Owens a dit dans son podcast? » Ça, c'est de la pornographie. Les rituels sexuels qui se passent en Israël, les gens qui se lèvent et témoignent de la façon dont ils sont violés. Et les politiciens sont tous impliqués là-dedans. Israël pratique le chantage sexuel, le massacre des enfants. Ce n'est pas de la pornographie. Non, pas de la pornographie du tout. Israël, il y a quelque temps, comment s'appelait-il déjà? En 2002, ils ont pris le contrôle des chaînes de télévision à Gaza et diffusé à plein volume de la pornographie pour l'utiliser comme une arme spirituelle contre la population. Non, c'est ça. C'est Dieu. C'est ce que Dieu a ordonné. C'est ce qu'il voulait. Fou. Le fils d'un guppy écrit bizarre. Comment peux-tu même assembler ces phrases après le traumatisme de ce qui venait de se passer? La plupart des gens seraient encore recroquevillés en position fétale, bavant et à peine réactifs. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord que tout cela est pour le moins inhabituel. On nous a alors dit que c'était surnaturel, que c'était comme ça, que c'est ce que Dieu peut faire dans ta vie. Et cela mène à un débat plus large sur la raison pour laquelle les gens doivent être ordonnés prêtres. Et tu ne devrais pas écouter des gens transformer des proverbes bibliques en chewing-gum. C'est un fait Snapple que tu pourrais simplement insérer n'importe où. Eh bien, la Bible parle du deuil. Et donc, cela pourrait vouloir dire vendre des t-shirts ou quelque chose comme ça. Les chrétiens sont différents, c'est surnaturel. C'est littéralement pour ça que tu devrais consulter un prêtre pour ces questions. Tu ne l'es pas. N'importe qui peut simplement se réveiller et devenir pasteur. Parce qu'ils transforment tout ça en leurs propres pensées et opinions et en fonction des gens qu'ils aiment ou n'aiment pas. Et puis, ils glissent un verset biblique de temps en temps et disent « Ah, tu ne peux pas toucher à ça. » Verset biblique, tu ne peux pas toucher à ça. Non, on touche à ça et on dit que ce que tu nous racontes est insensé. Nous avons une intuition spirituelle. Ça semble faux parce qu'il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. C'est très évident qu'il y a un problème avec Turning Point USA. C'est plutôt évident depuis que Charlie a été assassiné. Donc, on va reconnaître ça tous ensemble. 1, 2, 3, 6. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Turning Point USA. Bon, je suis content qu'on ait fait ça. On dirait que c'est la première étape d'une longue série. Bref, demain, en parlant des vies palestiniennes qui ont été perdues et ma transformation radicale qui n'en était pas une du tout, en réalité, je n'ai changé aucune de mes opinions. J'ai toujours pensé que tuer des enfants était mal. Je suis pro-vie. Et Bassem Youssef a été une raison majeure pour laquelle je me suis réveillée. Et The Daily Wire a refusé ma demande, alors que j'y étais, de l'inviter dans mon émission. Eh bien, devinez quoi? Ce n'est plus leur émission, c'est mon émission. Et donc, Bassem Youssef va me rejoindre en direct. Et nous allons discuter d'une variété de sujets, mais je suis vraiment reconnaissant envers les personnes qui se sont exprimées très tôt et qui ont, je pense, éveillé beaucoup d'entre nous aux horreurs de ce qui se passe en Israël. Et il en fait partie. Donc, on se retrouve demain.